Bonjour et bienvenue dans Face au Monde, le podcast Fnac sur les idées et celles et ceux qui les portent. Éco, socio, psycho, philo & co, Face au Monde par la rencontre des auteurs et autrices qui remuent nos méninges. Je suis Christophe Caron de Slate.fr et j'accueille aujourd'hui un des intellectuels les plus lus de France. Bonjour Frédéric Lenoir. Bonjour. Frédéric Lenoir, vous êtes philosophe, sociologue, spécialiste des religions, auteur d'une quarantaine de livres et vous revenez dans les rayons de la Fnac avec un ouvrage, Juste après la fin du monde aux éditions Nil, et un livre-jeu, Les contes de l'âme du monde, 22 leçons de sagesse à destination des parents et des enfants. Et la sagesse, c'est au centre de ces deux publications. Est-ce que notre monde actuel en manque de sagesse, Frédéric Lenoir ? J'ai envie de dire pas plus qu'avant, c'est-à-dire qu'en fait la sagesse c'est un horizon à atteindre et toutes les sociétés, les civilisations ont manqué de sagesse. Et je dirais qu'il y avait peut-être beaucoup de religions dans le passé, mais peut-être pas beaucoup de sagesse, parce que les religions pouvaient conduire aussi au meurtre et à toutes sortes de dérives fanatiques. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de religions, en tout cas en Occident et en Europe particulièrement, mais on n'a pas beaucoup grandi en sagesse non plus. Donc je dirais que depuis les Grecs, on cherche la sagesse. Et ce qui se passe quand même, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont en questionnement, sont en recherche. Et donc, on s'aperçoit l'intérêt, notamment pour les philosophes grecs, la réédition de tous les ouvrages d'Épicure, de Platon, des stoïciens, etc., montre qu'il y a un vrai intérêt. Il y a un engouement pour le bouddhisme et les sagesses orientales. Et tout ça montre qu'on est dans une perte de repères assez généraux et qu'il y a une quête de... Les gens se disent comment vivre bien, comment être heureux, comment réussir ma vie. Et c'est pas la même chose que réussir dans la vie, réussir sa vie, c'est s'épanouir en tant qu'être humain et si possible en harmonie avec les autres et dans le monde dans lequel on est. Donc je crois qu'il y a une quête de sagesse qui est de plus en plus forte chez de nombreux individus, mais après encore une fois la sagesse est un horizon, c'est-à-dire que n'attendons pas effectivement, n'espérons pas forcément devenir sage, mais je pense que ça peut être une boussole qui est utile. En tout cas moi c'est celle qui me m'aimante depuis très longtemps parce que c'est une quête qui est importante pour moi et je crois que vu qu'on voit notamment le nombre de livres qui parlent de spiritualité et de sagesse et le succès qu'ils rencontrent, c'est un fait. Je pense à tous les livres, pas seulement les miens, mais ceux de Christophe André, Mathieu Ricard, Alexandre Jolien, etc. C'est un signe, je dirais, d'une quête contemporaine forte. Et justement, juste après la fin du monde, c'est une clé d'entrée sur le chemin de la sagesse. C'est aussi un roman initiatique et qui prolonge votre précédent ouvrage, L'âme du monde. Dans L'âme du monde, vous racontiez comment 7 sages, à la veille d'un cataclysme, s'étaient réunis dans un monastère tibétain pour transmettre à 2 adolescents, Natina et Tenzin, les clés de la sagesse universelle. Et dans Juste après la fin du monde, en fait, on suit Natina qui met en pratique cet enseignement. Vous avez choisi le format de la fiction plutôt que celui de l'essai. À qui avez-vous pensé en écrivant ce livre ? En fait, je fais les deux depuis longtemps. C'est-à-dire, j'ai une ligne d'essai, effectivement, qui sont des ouvrages de sociologie, de philosophie, et puis j'ai une ligne de fiction avec des romans et des contes. Et j'aime bien pour transmettre certaines idées. Je trouve que le conte ou le roman permet d'incarner à travers des personnages, des histoires, des émotions. Et je trouve que ça permet de communiquer des idées à un plus grand public, à un public plus large, parce que voilà, il y a plus d'affect, c'est plus accessible. Et L'âme du monde, ça a été effectivement un très grand succès, parce que c'est une fiction dans laquelle je développe toutes les clés de la sagesse universelle, au-delà des dogmes et des cultures, à travers une histoire qui est toute simple. Et donc là, j'ai eu envie de prolonger cette histoire. D'ailleurs, c'était en germe, puisque L'âme du monde se termine par un cataclysme, on ne sait pas ce qui se passe, et là c'est 10 ans après. D'ailleurs je sors le livre à peu près 10 ans après, et on voit ce qui s'est passé dans cette humanité qui repart sur des nouvelles bases, et je reprends les 2 héros qui ont grandi, qui ont pris 10 ans, d'adolescents sont devenus des jeunes adultes. Donc je m'adresse à tout un public qui, encore une fois, voilà, est en quête, c'est la base, qui est en quête de sagesse, de spiritualité, qui se pose des questions sur le sens de la vie, sur le monde dans lequel on est, sur les valeurs, et en même temps qui a besoin de rêver, de poésie, de magie, et pas simplement de raisonnement sec et aride. Mais vous avez fait aussi un livre-jeu tiré de L'âme du monde qui s'appelle Les contes de l'âme du monde. Ce sont donc 22 leçons de sagesse qui sont sous forme de cartes et de contes. Et comme votre livre, j'ai l'impression que c'est aussi un support pour les parents pour enseigner les clés de la sagesse aux enfants. Vous avez voulu cette portée pédagogique ? Oui, tout à fait. Alors en fait, ça fait très longtemps que je reçois des courriels de parents qui me disent « Est-ce que vous pourriez écrire un petit livre de spiritualité ou de sagesse pour les enfants ?» Et ça fait longtemps que je me dis c'est difficile à faire. C'est
c'est difficile à faire parce qu'il faut, quand vous avez des enfants de 6, 7, 8 ans, faut trouver le vocabulaire qui est adapté. Il faut que ce soit ludique. J'avais peur de quelque chose d'un peu froid, d'un peu austère. Un petit livre pour des enfants qui commencent à peine à lire, c'est pas évident. On lit le club moi, mon épouse lisait le club des 5. Aujourd'hui, ils lisent Harry Potter, mais disons qu'il faut que ce soit très accessible. Et du coup, j'étais toujours un peu en hésitation. Et puis, c'est une illustratrice, en fait, une dessinatrice qui m'a fait cette proposition. Elle m'a dit qu'elle avait fait plein d'illustrations de livres pour enfants. Elle m'a envoyé ces dessins qui sont extrêmement beaux. Enfin, moi, j'étais très sensible à ce qui se dégage de ces dessins. Et elle m'a dit, voilà, je vous propose qu'on fasse ensemble un jeu de cartes pour enfants. Et ça pourrait être des cartes reliées à des enseignements de sagesse. Et j'ai trouvé l'idée formidable parce que du coup, on a le côté ludique. Un enfant, il tire une carte, après il regarde le numéro, il va dans le livret, il voit un conte, et puis le conte amène un commentaire. Et là, je trouve que c'est formidable parce qu'on a le visuel, donc l'imaginaire. L'enfant, il va être attiré par un dessin. Et puis après, ce dessin, et c'est l'idée que j'ai eue, c'est de leur envoyer un des contes de l'âme du monde, puisque l'âme du monde, il y avait 22 contes universels qui sont des merveilleux contes de sagesse universelle. Donc le dessin renvoie à une belle histoire, et ensuite je fais le commentaire plus intellectuel de l'histoire, qui permet de tirer une leçon de vie à partir de ce conte. Et donc je crois que voilà, ça rend beaucoup plus accessible et ludique pour les enfants cet enseignement de sagesse. On va continuer à parler de juste après la fin du monde, mais je vous propose de faire une petite pause avec les questions rituelles de Face au monde qu'on pose chaque fois à nos invités. Et voici la première, c'est si vous pouviez inviter 3 personnages historiques ou célèbres pour dîner, qui choisiriez-vous d'inviter à votre table ? Écoutez, j'ai écrit un livre qui s'appelle Socrate, Jésus, Bouddha, parce que un éditeur m'avait demandé il y a 15 ans quels sont vos 3 maîtres de vie, enfin vos principaux maîtres de vie. Je m'étais dit ceux qui m'ont le plus influencé, c'est Socrate, Jésus, Bouddha. Donc s'ils sont libres à dîner ensemble le même soir, ce sera avec plaisir. Alors justement, c'est Jésus, Socrate et Bouddha. Ça m'amène à ma question suivante. À titre personnel, moi, quand je l'ai lu, étant de culture judéo-chrétienne, j'ai pas pu m'empêcher de relier Natina au personnage du Christ, qui va de ville en ville et qui dispense des paraboles, des enseignements par paraboles. Alors bien sûr, Natina le dépose par son syncrétisme, par l'enseignement des 7 sages qu'elle a pu avoir dans le livre précédent. Est-ce qu'on a au XXIe siècle des figures capables de porter cette parole de sagesse comme le fait Natina ? Et si oui, pourquoi on semble avoir tant de mal à les entendre ? Alors déjà, j'ai envie de vous répondre que ça peut être effectivement le Christ. Vous avez raison, il marchait de village en village, mais Bouddha aussi. Bouddha pendant 40 ans, il a itinéré, il transmettait son enseignement de manière orale, et d'une certaine manière, Socrate aussi. Socrate enseignait dans la rue. Et donc ce sont 3 personnages qui marchaient, 3 personnages qui étaient en mouvement. Et pour moi, ça veut dire quelque chose de très important. Le fait qu'ils marchaient, qu'ils étaient tout le temps en mouvement, et le fait qu'ils n'ont rien écrit. C'est un autre point commun entre ces 3 personnages. Ça veut dire que pour moi, la pensée, elle doit toujours être une quête. C'est-à-dire, c'est toujours un chemin. Il faut quelqu'un qui dit j'ai la vérité, voilà, je suis certain de tout, etc. Je m'en méfie. Je pense qu'on est toujours en mouvement et que l'esprit doit toujours chercher, aller plus loin. Et moi, dans ma vie, j'ai passé mon temps à dépasser des idées ou des croyances que j'avais, parce que la vie m'a montré, que l'expérience m'a montré que j'avais tort. Et donc, j'ai évolué sans arrêt. Et je trouve que c'est bien cette idée d'une pensée en mouvement. Alors aujourd'hui, je pense que oui, il n'y a pas énormément de gens qui ont une pensée en mouvement, malheureusement. Beaucoup de gens comme à toutes les époques d'ailleurs, la majorité des gens ont des certitudes, transmettent plutôt, même d'un point de vue philosophique, ont des idées très arrêtées, très difficiles de débattre, de discuter. Les intellectuels, dans des débats, ils ont plutôt tendance à vouloir montrer qu'ils ont raison, donc ils sont très vite dans les émotions, alors que je trouve intéressant, et c'est ça que je fais avec les enfants, vous savez que je fais des ateliers de philo avec les enfants dans les écoles, c'est d'apprendre à discuter, à raisonner, à argumenter, à se convaincre et puis à changer d'avis. Donc oui, je vois pas beaucoup de figures qui me frappent, si ce n'est le Dalai Lama, qui incarne pour moi très bien cet esprit-là. Le Dalai Lama, il rencontre régulièrement des gens de toutes les autres religions, il a fait des dialogues extraordinaires avec des scientifiques, etc. Et il a été tout à fait capable d'évoluer dans son avis, de changer d'avis, parce qu'il était convaincu. Et donc c'est une des rares figures, je dirais, d'ouverture d'esprit. Le monde dans lequel se déroule juste après la fin du monde se relève d'un cataclysme planétaire. C'est 10 ans après, vous venez de le dire. Ce cataclysme, c'est la grande catastrophe qui prive les humains de la majeure partie des avancées scientifiques, technologiques, bref, du progrès. Et ça les force à vivre différemment. Alors c'est un Mad Max, mais un peu moins négatif. Vous évoquez souvent au fil des pages la fragilité du monde actuel, du nôtre, celui dans lequel on est en train de vivre. Est-ce que vous le pensez condamner, ce monde ?
Je sais pas. Je suis pas prophète, donc je sais pas. Mais je pense qu'il est très fragile. Et ce qu'on vient de vivre avec le Covid, enfin l'épisode du Covid dans lequel on est, montre qu'un petit virus peut nous mettre par terre. Et qu'on pensait avoir fait des prouesses scientifiques dans tous les domaines, mais on a beaucoup de mal à guérir de ce virus, à trouver des remèdes. Là, on est au niveau des vaccins, mais on ne sait pas encore les résultats vraiment de ce que ça va donner. Donc on voit très bien à quel point tous nos progrès scientifiques, médicaux, technologiques, etc., ne nous ont pas du tout mis à l'abri d'un virus et pourquoi pas d'autres événements qui peuvent tout à fait survenir, notamment dans le contexte de la crise écologique globale dans laquelle on est. Donc je pense que du jour au lendemain, oui, tout le système peut s'effondrer, comme un château de cartes, d'autant plus que tout est relié. Donc on est tous interconnectés, et on le voit sur un plan économique. Il y a quelques siècles, s'il y avait un problème économique dans un pays, ça n'atteignait absolument pas les autres. Aujourd'hui, vous avez un problème économique majeur dans un pays important, c'est tout le monde qui est concerné. Un problème écologique, c'est tout le monde qui est concerné. Un problème, évidemment, militaire, enfin, on voit très bien que la globalisation du monde, à la fois c'est une force et c'est une grande fragilité, et donc il faut faire avec. Alors j'espère qu'on aura la sagesse de surmonter les défis auxquels on est confronté, mais si on n'y arrive pas, et puis si le temps est trop court pour régler la crise écologique, et ben ce que je raconte dans ce livre peut très bien arriver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on aura peut-être plus d'électricité, plus Internet, et il faudra réapprendre à vivre un peu comme les hommes préhistoriques. Donc on va repartir de zéro. Et là, la question, c'est comment vivre sans technologie et sur quelle valeur fonder nos vies, comment recommettre les erreurs du passé. Et puis, ce que j'essaie de montrer aussi, c'est qu'il n'y a pas que la matière. La technologie, c'est la maîtrise de la matière, mais il y a aussi la maîtrise de la conscience et de l'esprit. Et là, on s'en est pas beaucoup préoccupé. Et donc, ce que j'essaie d'apporter comme idée nouvelle dans ce livre, c'est que l'être humain pourrait peut-être s'intéresser un peu plus à l'esprit et découvrir qu'on a des pouvoirs de l'esprit extraordinaires, que la conscience peut faire des choses incroyables, et que là, peut-être que je vous donne un seul exemple, au lieu de communiquer par Internet et la technologie que nous a permis offert Internet, on pourra peut-être communiquer par la transmission de pensée. Pourquoi pas? Oui, les enfants dans le livre sont très étonnés quand Natina leur raconte qu'avant, on pouvait se téléphoner. Rien que le simple fait de pouvoir se téléphoner les étonne. Deuxième question rituelle de Face au Monde. Frédéric Lenoir, quels sont les essais ou les auteurs qui vous ont permis de vous construire et de vous révéler intellectuellement? Si vous pouviez en citer 2 ou 3. Alors, comme j'ai déjà cité Socrate, Jésus, Bouddha, je vais pas radoter. Donc je vais donner quelques autres auteurs qui m'ont beaucoup marqué. Bon, il y a Spinoza, c'est le philosophe qui m'a probablement, avec Socrate, le plus influencé. Parce que pour moi, c'est un génie absolu. C'est-à-dire il est plus que moderne. Il fonde entièrement une éthique sur le désir et la joie que je trouve très pertinente et puis très positive. Ça nous éloigne beaucoup évidemment de la morale kantienne du devoir. Et puis il fonde une métaphysique où il identifie Dieu à la nature, et ça me parle beaucoup. Après, il y a Montaigne, que je trouve un auteur très moderne aussi, qui m'a beaucoup parlé, qui a aussi, parce qu'il a une sagesse modeste du quotidien, des petites choses. Enfin voilà, Spinoza, c'est un grand système brillant. Montaigne, je me sens proche de lui parce qu'il est. Et puis il y a les stoïciens. J'ai été très proche et j'ai été très marqué par la lecture à la fois d'Épictète, Marc Aurèle, Sénèque, etc. Alors, il y en a un que on parle des philosophes là. Voilà. Oui, parce qu'il y en a un que vous n'avez pas cité, qui n'est pas philosophe, mais qui est un intellectuel, et je sais qu'il vous a marqué très tôt dans votre vie, c'est Carl Gustav Jung, le psychiatre suisse, élève rebelle de Freud, et Jung a théorisé, entre autres, le concept d'inconscient collectif. Et selon vous, quelle trace pourra laisser cette crise sanitaire dans notre inconscient collectif? Alors c'est marrant que vous me parlez de Jung, parce que je suis en train d'écrire un livre sur lui. C'est-à-dire que mon prochain livre, ce sera une biographie intellectuelle de Jung, comme j'ai fait il y a quelques années une biographie intellectuelle de Spinoza. Donc Jung m'a beaucoup marqué effectivement dans mon itinéraire intellectuel dès l'adolescence. Je crois que j'ai lu vers 15-16 ans. Je pense un très grand génie qu'on connaît mal. Il a inventé un tas de concepts qu'on utilise sans savoir que c'est Jung. C'est lui qui a inventé la théorie de la synchronicité, par exemple, l'anima et l'animus, les archétypes, l'inconscient collectif, etc. Enfin, on pourrait dire une kyrielle d'inventions de concepts. Et l'inconscient collectif, oui, c'est la grande idée de Jung. C'est que, au fond, pour Freud, on a tous un inconscient personnel. On refoule des choses qui fait qu'on a un inconscient personnel. Et Jung dit oui, mais on a aussi un inconscient collectif, c'est-à-dire qu'on est relié à tous les grands mythes de l'humanité, de notre culture, des croyances de nos ancêtres, etc. Et donc, évidemment que chaque époque produit un inconscient collectif, et celui de notre époque, on laissera certainement dans l'inconscient de nos enfants et de nos descendants des grandes peurs liées effectivement au Covid, à une épidémie, à la possibilité d'une destruction nucléaire. Ça a été les grandes
grandes peurs des années précédentes. Les années 60-70, ça a été les grandes peurs de la catastrophe nucléaire. Et puis après, il y a eu un peu les grandes peurs du terrorisme. Maintenant, c'est les grandes peurs épidémiques. Donc, on voit bien que chaque époque a ses grandes terreurs. Aujourd'hui, ce sont celles-là. Et donc, je crois qu'on est marqué par, je dirais, ce mythe qui est en même temps une réalité, mais c'est à la fois un mythe, d'une catastrophe collective qui peut survenir et effondrer la civilisation à tout moment. Et c'est pour ça que, étant pris aussi dans cet inconscient collectif, j'ai écrit juste après la fin du monde, parce que je crois que c'est un des grands mythes de notre époque, cette possibilité d'un effondrement de la civilisation à l'échelle planétaire. Pour finir, il y a un autre sujet que vous abordez dans le livre. Alors, vous êtes un ardent défenseur à titre personnel de la cause animale. Vous avez consacré des textes à ce sujet. C'est une thématique qu'on retrouve dans le livre quand Natina explique que pour survivre, il faut quand même respecter le vivant, qu'il soit végétal ou animal. Le bien-être animal, c'est un sujet qui a pris de l'ampleur dans le débat public et qui a poussé les politiques à s'en emparer. Est-ce que vous trouvez que la société actuelle est suffisamment volontariste pour préserver le vivant ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience, selon vous, qui s'est effectuée ces dernières années ? Alors, il y a une prise de conscience qui s'est effectuée, effectivement, progressivement. Je dirais au cours des 10 dernières années, ça s'est accéléré. Il y avait des associations qui luttaient depuis très longtemps, mais personne ne les écoutait. Et là, je dirais que ça s'accélère. Notamment en France, grâce à l'association L214, qui a fait révéler tellement de choses sur la souffrance des animaux dans les abattoirs, les élevages industriels intensifs. Donc, je connais de plus en plus de gens, et de jeunes notamment, qui arrêtent de manger de la viande ou qui ont conscience, effectivement, de la violence avec laquelle on exploite les animaux. Et ça se passe dans beaucoup de pays. Donc oui, il y a une évolution. Maintenant, cette évolution, elle n'est pas encore majoritaire. C'est-à-dire, ce sont une minorité d'individus, beaucoup de jeunes, et je pense qu'avec les années à venir, ça va augmenter. Donc je suis très confiant dans le fait que, à mon avis, dans 100 ans, les gens se diront, c'est incroyable, au XXe siècle, on mangeait de la viande comme ça, quoi. Ça paraîtra une barbarie. Il est très probable qu'en tout cas, peut-être si on n'arrêtera peut-être pas complètement de manger de la viande, mais on n'élèvera plus du tout les animaux comme on les élève aujourd'hui. Ça, j'en suis convaincu. Il y a un progrès de la conscience humaine. Et on voit que aujourd'hui, on dit, mais l'esclavage, c'est une barbarie incroyable. Et je pense qu'on dira, la manière dont on tuait les animaux jusqu'à aujourd'hui, c'est une barbarie incroyable. On peut compter sur notre conscience collective. Avant de se quitter, une dernière question. Si vous deviez conseiller une lecture simple et accessible pour convaincre celles et ceux qui ne pensent pas comme vous, ceux qui ont du mal à prendre conscience de l'importance de ce besoin de sagesse qui manque à notre époque, de ce besoin de se poser, de regarder le monde différemment, quel texte pourriez-vous conseiller ? Alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est pas une lecture, c'est un film. Je pense à Avatar de James Cameron, que beaucoup ont vu d'ailleurs. Et c'est un peu une parabole qu'a voulu faire James Cameron sur deux mondes possibles, en fait. Le monde dans lequel on est, ultra technologique, violent, guerrier. On va conquérir une planète pour exploiter ses ressources, etc. On voit très bien. Et puis d'un autre côté, il y a effectivement Pandora, cette planète avec les gens qui vivent en harmonie, qui ont développé des pouvoirs de l'esprit, justement, comme j'en parle dans mon livre juste après la fin du monde, qui communiquent par la pensée, qui vivent en harmonie avec tous les êtres vivants, qui sont dans une nature plus contemplative, c'est-à-dire qui respectent profondément leur environnement et qui vivent en lien avec la nature et non pas en exploitant la nature. Et je trouve que ce film donne une très très belle vision de ce que pourrait être le monde, Pandora, si on arrêtait de vivre dans l'exploitation, la compétition, la frénésie, le consumérisme. Voilà, ça me paraît très parlant. Et pour ceux qui n'aiment pas lire, ils peuvent voir le film. C'est déjà ça. Merci Frédéric Lenoir. Je rappelle vos deux ouvrages, Juste après la fin du monde et Les Contes de l'âme du monde, 22 leçons de sagesse. Merci Frédéric Lenoir. Merci à vous. Vous venez d'écouter Face au monde, un podcast Fnac produit par Slate.fr et présenté par Christophe Caron de Slate.fr. Découvrez les autres épisodes de Face au monde sur le site laclaquefnac.com ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à nous laisser 5 étoiles et à le partager sur les réseaux sociaux.